Bonjour à tous. Ici, c'est Laurence Tisdal. Je suis président de l'Association de sciences créationnistes du Québec. Et on a fait 2 volets sur la question de l'évolution, création de la vérité. En fait, c'est un sujet tellement grand, on pourra faire 20 volets sur ce sujet-là, mais on va faire juste un autre dans cette série-là. Et beaucoup de gens me demandent, mais comment je réponds aux arguments évolutionnistes? Donc, on se souvient dans la première partie, on a parlé de comment les mécanismes pour la théorie de l'évolution, que c'est l'hydrogène à l'homme ou bactéries à l'homme. Les mécanismes, c'est sélection naturelle et la mutagenèse. Donc, on va explorer ça. On va explorer, est-ce que les mécanismes et les arguments des évolutionnistes appuient leur modèle et comment on répond comme créationniste à ces modèles-là. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a montré? C'est que pour expliquer la question des origines, il faut absolument un créateur. Que ce soit pour l'information, que ce soit pour la première cellule, que ce soit d'expliquer comment l'énergie, la chaleur se perd, etc., avec la thermodynamique, etc., il faut un créateur. Mais est-ce qu'il y a d'autres explications pour la transformation? Est-ce qu'on peut encore accepter cette longue transformation des choses? Peut-être Dieu a tout commencé. Peut-être qu'il a commencé l'univers, peut-être qu'il a juste commencé la première cellule, puis la cellule s'est quand même transformée naturellement. Regardons cette question plus proche. Je vais commencer avec 2 versets qui viennent de la Bible. Dans le livre de Proverbes, un livre écrit par un grand sage qui s'appelle Salomon, qui était le roi Salomon, on connaît tout dans nos dictons. Alors, il a dit ceci, « Le manque de science n'est bon pour personne », c'est en Proverbe 19, verset 2. Ça veut dire, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et Proverbe 23, 12, il dit, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science, aux paroles de la connaissance. » Et cette connaissance devrait nous amener plus proche du Créateur et non plus loin. La véritable connaissance, la véritable science va nous amener plus proche du Créateur. Alors, pour commencer, ce qui est important dans le modèle évolutionniste, c'est au fond, la question d'importance, c'est pas d'où vient la cellule, mais d'où est-ce que nous venons. L'évolution et la création ils amènent vers une explication de non seulement d'où on vient, mais où est-ce qu'on s'en va. Et notre importance dans notre présent, notre signification dans notre présent. Alors, au fond, les gens, ils sont beaucoup plus intéressés à savoir d'où est-ce qu'on vient, nous, que nécessairement d'où vient la bactérie. Et on va souvent faire l'emphase sur les singes ou les gorilles. On va dire qu'on a le même ancêtre, qu'on ne viendra pas des singes ou des gorilles, mais qu'on viendra de l'ancêtre. Mais si on regarde, on dit en évolutionnisme, à quoi ça a l'air l'ancêtre? Puis ça a l'air pas mal d'un singe puis un gorille, en tout cas. Ils disent qu'on vient d'un ancêtre commun. Mais en réalité, la théorie de l'évolution, c'est pas qu'on vient des singes, c'est qu'on vient d'un protiste. Alors cet arbre évolutionniste qu'on est habitué à voir, devrait avoir au fond une sorte de bactérie. En fait, si vous faites du scrapbooking, vous savez, les gens qui mettent les photos de leurs ancêtres dedans, si vous êtes évolutionniste, la première page, ce serait une bactérie qui s'appelle la protiste. Ce serait intéressant de voir un scrapbooking évolutionniste. En tout cas, continuons. Alors, les 4 points que nous allons regarder plus près dans ce 3e volet, c'est les évidences et les mécanismes pour la théorie de l'évolution. Il y en a 4. Il y en a 4 majeurs, je devrais dire. Le premier, c'est l'homologie. Ça veut dire qu'il y a une ressemblance entre différents organismes qui, pour eux, pointent vers un ancêtre commun. Ils disent que le registre fossile, la deuxième chose, c'est le registre fossile, que les fossiles vont leur donner la capacité de voir l'évolution, historiquement. Il y a la sélection naturelle, et on va parler beaucoup de bactéries, et les mutations génétiques, c'est plus moderne, parce que dans le temps de Darwin, on ne connaissait pas la génétique. Donc, c'était impossible pour lui de confronter, d'utiliser ça comme mécanisme dans son livre « L'origine des espèces ». Lui, son focus était complètement sur la sélection naturelle. Donc, l'homologie, c'est peut-être le concept qui est le moins familier dans le commun, sur les routes, sur les rues, quand on parle des gens, l'homologie, on ne sait pas nécessairement c'est quoi, c'est plus un concept universitaire, mais je vais expliquer. Vous pouvez voir sur la photo que leur idée, c'est que différents organismes ont des membres qui se ressemblent en termes de squelette. Par exemple, les lézards, grenouilles, oiseaux, chauves-souris, l'humain, le chat et la baleine
semblent avoir toutes des structures dans l'avant-membre, donc là, dans le bras en avant, ça ne marche pas du tout pour en arrière, mais en avant, qui sont similaires. Ils semblent avoir des sortes de doigts. Ils ne sont pas les mêmes longueurs, naturellement, pas toutes faites pareil, mais il y a une sorte de similitude dans cette façon de voir le squelette, qui est réelle. Et donc, l'argument, c'est qu'ils sont similaires parce qu'ils viennent d'une source commune. Donc, cet ancêtre commun sera une preuve pour eux, ou en tout cas une preuve indirecte, qu'il y a eu l'évolution à partir d'une source commune, d'un organisme initial qui avait ce main ou ce système squelettique similaire. Un des spécialistes de l'homologie, c'est Gavin De Beer. Et lui, il a écrit lui-même dans un article qui parlait de l'homologie, un problème non résolu, il l'appelait. Il dit « Parce que l'homologie suggère une lignée issue d'un ancêtre commun, où on pourra croire que la génétique va fournir la clé à ce problème d'homologie. » Okay, comment expliquer tout ça? Ça devrait être dans la génétique. Au fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, et qu'est-ce qu'il va dire, c'est ici que le choc se produit pour lui. Il dit, parce que les caractères contrôlés par les gènes identiques ne sont pas nécessairement homologues. Donc là, le problème, c'est que physiologiquement, phytotypement, si vous voulez, on a ces squelettes, ces formes d'os qui sont similaires sur différents organismes. Pour que ça soit vrai, il faudrait que ce soit le même gène dans tous ces organismes qui produit l'organe. Mais c'est là que le choc se produit. C'est que ce n'est pas les mêmes gènes pour l'organe qui se produit pareil. Ce qui veut dire qu'il aura fallu que ça évolue génétiquement multiples fois, par hasard. Difficile, très difficile de croire que génétiquement, cet organisme-là, la main ou la palme, etc., a évolué multiples manières à partir de gènes différentes et non d'un seul gène ou groupe de gènes. Alors, ça, c'est un... Est-ce que l'homologie représente vraiment un modèle, un support pour l'évolution? Non. Il ne représente pas un support de l'évolution parce que l'évolution, il faudrait que ce soit le même gène qui produit toutes les formes qui sont pareilles sur ces différents organismes, ce qui n'est pas le cas. Stephen Gould, on a parlé de lui dans partie 2, Stephen Gould, lui, va dire, partie 1, je veux dire, de Harvard, lui va dire que l'homologie pouvait être expliquée aussi bien par un créateur qu'un ancêtre commun. Pourquoi? Parce que comment savoir la différence entre un ancêtre commun et un programmeur commun? C'est normal qu'on aurait des ressemblances dans les organismes parce qu'on vit dans le même environnement. Le créateur ne reprogrammera pas nécessairement les façons que les poumons fonctionnent pour tout le monde qui respire de l'air. Donc, on a des choses qui sont communes, pas parce qu'on a un ancêtre commun, mais parce qu'on a un créateur commun. Et il n'y a aucune manière de différencier. Donc, dans un sens, l'homologie, ce serait un argument soit neutre pour l'évolution, donc égal, ou soit négatif pour l'évolution quand on regarde le côté génétique où c'est pas le même gène qui produit toutes ces formes-là dans les différentes, tous ces organes-là dans les différentes formes de vie différentes qui existent. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la question du registre fossile. Les fossiles. On aura cru à regarder les articles dans les journaux et tout ça, que les preuves pour l'évolution, c'est incontestable. On a juste à regarder des fossiles. Ouais. Sauf que Darwin a déjà dit qu'il y avait un problème avec les fossiles. Il a dit, pourquoi si les espèces ont descendu l'une de l'autre par des changements subtils, on ne voit pas les innombrables formes transitionnelles? Ah, les fameuses transitions. Pourquoi la nature n'est-elle pas en confusion au lieu d'être si bien définie en espèces? OK, juste un secret. La raison qu'elle est si bien définie en espèces, c'est parce que le Créateur a dit qu'il allait reproduire d'après leur sorte. Genèse 1. C'est un secret, dis-le pas trop fort. Mais Darwin il a reconnu qu'il y a un problème avec sa théorie. Il dit, comment on va expliquer ça? Et il a dit que où sont les transitions? On devrait voir dans le registre fossile, si on veut qu'une grenouille devienne un prince en dehors d'une fable, si on veut qu'il va falloir avoir que la grenouille devienne quelque chose d'autre, et il y a une moitié quelque chose d'autre, vous comprenez, tous ces changements-là, on devrait avoir des transitions. Et Darwin a dit dans son temps, on ne l'a pas trouvé, et il dit, on va le résoudre, on va le trouver plus tard. Mais c'est quoi la réalité de cette situation-là? Là, vous voyez à l'écran les preuves pour l'évolution qui viennent d'un musée en Californie. Et vous voyez des morceaux de bois avec des fossiles dessus. Vous ne voyez pas de date, mais vous voyez des loupes.
Et on voit que tous ces morceaux de bois reviennent ensemble vers un ancêtre commun. Donc, ces fossiles sont supposés représenter une évolution dans le temps avec les strates qui représentent l'âge. Donc, le strate le plus bas, ce sera le fossile le plus vieux. Et la strate la plus basse va représenter le fossile le plus vieux. Et en montant, naturellement, la strate le plus jeune va représenter le fossile qui est là-dedans sera plus jeune. Ça, c'est qu'est-ce qu'il vous démontre. Mais la réalité, ça, c'est le message. Donc, on va parler de phénotypes, on va parler de grandes familles. Donc, on va parler de corail, mollusques, anthropodes, brachiopodes. On va parler de vertébrés et échinodermes. Alors, c'est quoi la réalité? Si on met les âges que les autres disent, c'est pas que je crois dans des millions d'années, c'est que les âges qu'eux ils disent, on a les coraux qui descendent à 440 millions d'années, mais les vertébrés, 450 millions d'années. Oh, ça ne marche pas du tout. Dans la charte, c'est comme ça, 440, 450, mais 450 devrait être ici. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun lien entre ces organismes. La réalité, c'est comme la vérité, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on voit ici. Chaque sorte de vie apparaît soudainement dans le registre fossile et reste telle qu'elle est et éventuellement disparaît sans changement majeur. Cette apparition soudaine est un problème pour les évolutionnistes. La prédiction darwinienne, donc on se souvient, on avait parlé d'observation, théorie, prédiction, expérience. Difficile de faire des expériences sur des fossiles. Ils sont morts. Hein? On ne peut pas faire grand-chose avec. Mais on peut quand même faire des prédictions avec notre théorie. Donc, Darwin, il prédit qu'on devrait avoir une sorte de vie qui devient toutes les sortes de vie. Et ça devrait plafonner à un moment donné basé sur les ressources. Mais la réalité, c'est pas de ça de tout. La réalité, c'est qu'on a beaucoup de sortes de vie et qui diminuent par la suite. C'est comme l'inverse de la théorie. La première explosion dans le registre fossile, où est-ce qu'il y a plein d'organismes qui apparaissent, on appelle ça l'explosion cambrienne. Vous pouvez voir une photo. D'ailleurs, j'ai ici un organisme qui viendrait de cette explosion, qui s'appelle le trilobite. Donc, le trilobite qu'on voit ici, c'est un crustacé et très organisé. Elle a des yeux. Donc, déjà, pour un évolutionniste, cet organisme, qui serait peut-être à 600 millions d'années, cet organisme apparaît soudainement les yeux complètement formés. Donc, il y a déjà un cerveau, déjà des yeux au début. Il n'y a rien de primitif. C'est un organisme complètement fonctionnel. Alors, où est l'évolution? Ça fait partie de l'explosion. Les trilobites sont là. Il y a différentes sortes de trilobites, mais ils sont là au tout début. Je vais remettre mon trilobite. Et on va continuer sur l'explosion cambrienne. Ça vient de ce que vous voyez à l'écran, ça vient d'une page web, Découvrir, évolutionniste, qui parle de l'explosion cambrienne. Et vous allez voir, il dit « L'explosion cambrienne désigne l'apparition soudaine à l'échelle des temps géologiques d'anatomie entièrement nouvelle. » Où est l'évolution là-dedans? Ça ressemble beaucoup à la création, n'est-ce pas? Dr. Ropp, le curateur de géologie du Field Museum of Natural History à Chicago, il dit ceci. Plutôt que de trouver un déroulement graduel de la vie, ce que les géologues de l'époque de Darwin et de notre temps trouvent, c'est un registre très inégal et incohérent. C'est-à-dire que les espèces apparaissent très soudainement dans la séquence des roches et qu'elles démontrent peu ou pas de changement durant leur existence dans le registre et qu'elles quittent abruptement le registre. Attends, ce qu'il est en train de dire, c'est que les fossiles, les organismes, les fossiles arrivent, pouf, comme une explosion, ils sont soudainement là, totalement formés comme mon trilobite, et ils restent comme qu'ils sont, il n'y a aucune évolution, et ils deviennent éteints. Ils disparaissent des strates de roche. Mais où est l'évolution? Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Aucune évolution. Et ça, c'est l'épreuve pour l'évolution. David Robb va aussi dire qu'il y a environ 120 ans qui se sont écoulés depuis Darwin, et notre connaissance du registre fossile s'est grandement améliorée. Nous comptons maintenant 250 000 d'espèces fossiles, mais la situation n'a pas beaucoup changé. Ironiquement, nous avons même moins d'exemples de transitions évolutives qu'au temps de Darwin. Donc, les transitions ne sont pas là. Alors, pourquoi
dire que c'est normal qu'il n'y ait pas de transition. En fait, si vous vous souvenez, en partie, on a parlé du darwinisme et le néo-darwinisme, mais le néo-darwinisme est une tentative d'essayer d'expliquer le fait qu'il n'y a pas de transition dans le registre fossile. Et on va parler là-dessus dans quelques instants. Pour compliquer la situation, on a ce qu'on appelle des fossiles vivants. Oh! Donc, la première catégorie, il y en a plusieurs catégories de fossiles vivants. La première comprend des fossiles vivants connus qui n'ont jamais changé. Par exemple, les requins sont là dans l'ère secondaire et tertiaire. Ils existent encore actuellement. Les pieuvres, les raies, il y a plein d'organismes qui n'ont jamais changé. Nous, on est supposé être... Il faut se rappeler, là, on dit que les singes sont devenus, ou les ancêtres des singes sont devenus humains pendant les dernières 3 millions d'années. Et pourtant, pendant des centaines de millions d'années, les requins ne changent pas. Pendant 60 millions d'années, les pieuvres ne changent pas. Pendant, je ne sais pas combien, de 40 millions d'années, les raies ne changent pas. Ils apparaissent, puis ils restent comme ils sont. Je trouve ça pas cohérent. On a les grenouilles, comme vous voyez ici. Ils n'ont pas changé. C'est facile à identifier ce fossile de grenouille, et pourtant, ce fossile, il est supposé avoir 100 millions d'années. Aucun changement. On a les salamandres, ils n'ont jamais changé. Et ça peut continuer. En fait, il n'y a rien qui a changé, juste comme les géologues ont dit. Au fond, on ne voit pas l'évolution dans le registre fossile. La deuxième catégorie, et là, je vais aller chercher un autre, un poisson qui est ici sur la table. C'est un modèle de poisson, naturellement. C'est un coélacanthe. Donc ça, c'est des fossiles vivants qui sont retrouvés dans les Cambriens au tout début, précambrien primaire, et on appelle ça primaire. Ils disparaissent, mais ils sont vivants aujourd'hui. Tout un phénomène. Ça, c'est toute une histoire, ce poisson-là. On croyait que c'était, dans les années 30 et avant, 1930 et avant, on croyait que c'était une transition. On ne savait pas que c'était vivant, on avait juste trouvé les fossiles. Et on croyait que parce qu'il a des membres importants ici, en bas, qui pouvaient monter sur la plage. Vous vous souvenez, les poissons, il faut qu'ils sortent de l'eau. Donc, le poisson va monter sur la plage et devenir un amphibien. Alors, lui, il était en train d'évoluer vers ça. Ça, c'était leur idée. Ils avaient vu juste des fossiles. Quand ils ont finalement trouvé le poisson vivant, à leur surprise, en 1938 et après, et on peut aller sur le site web dinofish.com, dinofish.com, et voir des webcams de ces poissons-là vivants. Non seulement on a découvert qu'il n'avait pas évolué, qu'il n'était pas vraiment un bon candidat pour aller sur les plages, puisqu'il demeure à 300 mètres des profondeurs et il ne monte jamais à la surface. 300 mètres, 1000 pieds. Un poisson très complexe avec des organes spéciaux sur leur nez, et il nage comme ça, à la verticale, pour ressentir les proies autour. Donc, ces nageoires ne sont pas de tout pour marcher sur la plage, pas de tout. Ils sont, en fait, pour l'aider à nager sur sa tête, comme ça. Fantastique. L'énigme autour de ce poisson, c'est non seulement qu'il n'a pas évolué, mais pendant 65 millions d'années évolutionnistes, il ne laisse pas de fossiles. Comment il a fait pour laisser des fossiles pendant 300 millions d'années? Il arrête pendant 65 millions d'années, mais il est vivant. Moi, à ce moment-là, je dirais qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'interprétation qu'on est en train d'imposer sur les observations. L'observation, c'est quoi? Le coélacanthe n'a jamais évolué et le coélacanthe n'a jamais été éteint, n'a jamais disparu, et la raison d'être des fossiles doit être erronée de la théorie. Et l'idée qu'il y a des millions d'années ne peut pas être vraie. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a aussi, si on va parler de néo-darwinisme, cette idée de comment on peut expliquer qu'il n'y a pas de transition pour un évolutionniste, il y a cette idée que c'est arrivé par saut. Stephen Stanley l'explique comme ceci. Les espèces établies évoluent si lentement que les transitions majeures entre les taxa généraux et supérieurs doivent se produire au sein de petites populations évoluant rapidement qui ne laissent aucun fossile visible. Et ça, on va décortiquer ça un petit peu. Il dit que les espèces établies, ça veut dire que les espèces qu'on voit maintenant, évoluent lentement. Ça veut dire qu'on n'observe pas d'évolution dans les espèces qu'on voit maintenant. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça évolue tellement lentement qu'il n'y en a pas. Il dit donc les transitions majeures
se sont faites rapidement, tellement rapidement dans des petites populations qu'ils n'ont jamais laissé de fossiles. Donc, la raison pour Stephen Stanley, la raison qu'on ne trouve pas de transition, c'est parce que ça a évolué trop rapidement pour laisser des fossiles. Alors, la preuve pour le néo-darwinisme, c'est que j'ai pas de preuve. Ça, c'est un bizarre de théorie. En science, on doit avoir quelque chose à observer. Et pourtant, ici, on est en train de suggérer que la raison que ma théorie est vraie, c'est que je n'ai pas de preuve. Wow! Là, on vient loin, là. On est loin de la science. On est dans une sorte de croyance quasi magique. Stephen Gould, qui était néo-darwiniste, explique la situation de transition d'une façon très honnête quand il dit ceci. L'extrême rareté des formes de transition est le secret de fabrique de la paléontologie. Ça veut dire qu'on n'en parlait pas trop. L'historique de la plupart des espèces fossiles comprend deux caractéristiques allant à l'encontre du changement graduel, le gradualisme. Un, la fixité. Fixisme, c'est quelque chose qui ne change pas. Hein? La plupart des espèces ne démontrent aucun changement de direction tout au long de leur durée sur Terre. Dans le registre fossile, leur apparence est à peu près la même à leur disparition. Les changements morphologiques sont habituellement limités et sans direction. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est l'apparition soudaine. C'est exactement ce qu'on a observé. C'est peu importe la zone locale, les espèces n'apparaissent pas graduellement. À la suite de transformations constantes de leurs ancêtres. Elles apparaissent plutôt tout d'un coup et complètement formées. Dans la première partie de cette série sur l'évolution, création de la vérité, on a parlé d'une citation de Dr. Cyril Barrett dans son livre Le miroir du monde. Et dans cette citation-là, si vous vous souvenez, il a parlé de la transformation graduelle vers les espèces qu'on connaît aujourd'hui. Stephen Gould de l'université Harvard, il dit, qui est géologue, c'est Cyril Barrett, et biologiste, Stephen Gould qui est paléontologiste, pas géologue, paléontologiste, il va dire, non, qu'est-ce qu'on observe dans le registre fossile? C'est fixité, les choses restent pareilles, et ils apparaissent soudainement. Bon, pour eux autres, c'est une apparition. Pour moi, c'est une disparition parce que moi, je crois dans un déluge global qui aurait anéanti les espèces. Mais, indépendamment de ça, pour eux autres, ça ne représente pas la théorie de l'évolution. Le troisième point, on n'a pas de l'homologie, on n'a pas dit le registre fossile. Troisième point, c'est la sélection naturelle. Très populaire, sélection naturelle. On essaie d'expliquer tout avec sélection naturelle. Sauf que, et Darwin a essayé d'expliquer tout avec sélection naturelle, sauf que presque toutes les thèses que Darwin a avancées, les scientifiques n'y croient pas aujourd'hui. En fait, Stephen Gould l'a exprimé d'une bonne manière. Il dit, de quel partir peut-on partir de rien et finir avec quelque chose de compliqué si l'évolution doit suivre une série d'étapes intermédiaires, chaque étape étant favorisée par l'évolution? Il dit, on ne peut voler avec 2% d'une aile. Vous voyez, ce changement graduel, ça ne fonctionne pas. Comment, en autres mots, la sélection naturelle peut-elle nous montrer ces petits changements? Il dit, c'est un dilemme. Ben oui, c'est parce que ce n'est pas possible. En fait, la sélection naturelle empire la situation normalement, en termes de qu'est-ce qu'on a, parce qu'on élimine tout le package, tout l'organisme est éliminé. On ne peut pas éliminer juste un gène. On élimine l'organisme au complet. Donc, l'organisme au complet, il n'y a pas juste un mauvais gène, il y a plein de bons gènes, et on vient d'éliminer les bons gènes en même temps que les mauvais, les mauvaises, les bonnes, c'est ça, les mauvais. Alors, regardons les yeux. Les yeux, comment on va faire pour faire apparaître les yeux? On ne peut pas les faire apparaître les yeux un petit peu à la fois. Charles Darwin a écrit au sujet de l'œil, la pensée que la sélection naturelle a pu former un organe aussi parfait que l'œil paraît de nature à faire reculer le plus hardi. Ouf! Il dit, il y a des difficultés. Et là, il a pris 45 pages à essayer d'expliquer comment on a pu avoir l'œil. Mais il commence avec une phrase hyper importante. Et cette phrase-là, c'est ceci, Origine des espèces. Page 206 dans l'édition que j'avais. Nous n'avons pas plus à nous occuper de savoir comment un nerf a pu devenir sensible à l'action de la lumière que nous en avons à nous occuper de rechercher l'origine de la vie elle-même. Oh! C'est super important. Parce que là, il est en train de dire, je mets de côté toutes les problématiques de l'origine du nerf optique ou de l'origine de la vie. Wow, mais c'est la question principale.
Comment on fait pour avoir le nerf optique quand il n'y en a pas? Comment on fait pour avoir la vie quand il n'y en a pas? C'est la question que Darwin ne veut pas répondre et il ne peut pas répondre. Et là, il essaie de nous embobiner dans une histoire que une fois qu'on a le nerf sensible, ça peut changer. Ça ne marche pas du tout. Si jamais vous faites une recherche sur le rhodopsin, vous allez voir que c'est excessivement complexe. Le rhodopsin du bactérien n'est même pas la même que notre. On a une situation où est-ce que l'homologie, vous vous souvenez, on a 2 gènes complètement différents pour donner le même organe dans nous puis dans les bactéries. C'est ahurissant la complexité de l'œil. Et Darwin aurait dû dire, je n'ai pas de réponse. Mais finalement, on va finir avec les mutations, qui sont très populaires. Hein? On a des films avec toutes sortes de gens qui ont des mutations, puis là, ils ont des superpuissances parce qu'ils ont des mutations. Ça, c'est le rêve évolutionniste d'avoir des superpuissances à cause des mutations. Mais la réalité, c'est tout autrement. On sait bien que les mutations sont généralement nuisibles. En fait, sont presque totalement nuisibles. C'est la bonne raison pourquoi on se protège du soleil quand on se fait bronzer. Pourquoi on met des plaques de plomb sur nous quand on fait des rayons X chez les dentistes. C'est pour se protéger, pour ne pas avoir des mutations. Si les mutations sont la raison que nous sommes ici, alors amène-en des mutations. Comme fait l'annonce un peu à la maths. Amène-en des mutations, ça va super bien. Non, vous allez mourir des mutations, vous allez crever, fini là. Donc, les mutations, c'est pas un bon mécanisme si c'est un mécanisme négatif, n'est-ce pas? Et l'autre problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable d'ajouter de la nouvelle information. Les virus peuvent prendre l'information qui vient d'un organisme, le couper, l'amener sur un autre organisme. Oui, mais le virus n'est pas en train de décrire le programme. Le programme est déjà écrit. Donc, c'est là que le défi est face à l'évolution, c'est comment on fait pour ajouter l'information. Vous avez un insecte qui n'a pas d'ailes. Il faut mettre les ailes dessus. Oui, mais comment? Comment on va faire ça? Comment on va mettre toute cette information-là d'un coup? 2% d'une aile ne fonctionne pas, moitié d'une aile ne fonctionne pas, des ailes sans programme de vol ne fonctionnent pas, des ailes sans système de circulation fonctionnent. Bien, ça peut continuer, comme vous pouvez imaginer. Là, on parle d'un petit insecte, disons un maringouin, un moustique. Hein? Comment on va faire pour qu'il puisse voler? Donc, le problème est tout là. Comment on fait pour mettre l'information sur le code? On n'a aucun mécanisme qui écrit de la nouvelle information. On dédouble l'information qui existe. On change, on diminue. On a même un problème de ce qu'ils appellent l'entropie génétique. C'est le problème du fait que chaque génération, on a une centaine de mutations. On accumule une centaine de mutations. Et ils sont neutres ou presque neutres. Mais le problème, c'est que vous les avez, vos enfants héritent ces mutations, et eux, ils vont avoir leur propre mutation, et ça va faire une charge génétique, éventuellement, qui va amener à l'extinction. Alors, sans vouloir être pessimiste, génétiquement, c'est ça. Il y a une raison pourquoi on a besoin d'un sauveur et que Jésus, et qu'il va refaire la terre et refaire la vie, on a besoin d'un nouveau corps, ça c'est sûr. Parce que le corps qu'on a est en train de détériorer, deuxième loi de thermodynamique, et génétiquement aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, imaginons qu'on a un livre, si je peux faire une analogie, on a un livre où est-ce qu'il y a quelques erreurs sur la page, la page de l'introduction, disons. On fait une édition, et la prochaine édition, il y a quelques erreurs de plus. Mais on est capable de lire, Mais rendu la 10e édition, ce n'est plus lisible. Et c'est ça qui arrive avec le code génétique, c'est qu'il y a des sections qui ne sont plus lisibles à cause des erreurs qui s'accumulent, et ça amène à une extinction de maladies, etc. Alors, ça, c'est 3 raisons pourquoi les mutations ne peuvent pas être un mécanisme qui va faire qu'une grenouille va devenir un prince, ou qu'un protiste va devenir un humain. C'est pas possible. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas parler de l'évolution avant la première cellule parce qu'il n'y a rien qui se reproduit. Donc, parle-moi pas de l'évolution en termes de molécules et acides aminés. Il ne se reproduit pas des acides aminés. Il faut le tout, il faut la cellule au complet, fonctionnelle au tout début. Il faut les systèmes interactifs, holistiques pour être capable de faire fonctionner la vie que Dieu a créée. Finalement, et pour conclure, on a même une vidéo là-dessus, si vous allez sur notre site créationnisme.com, en français, créationnisme avec 2 N.com, de l'Association de sciences créationnistes du Québec. On a une vidéo qui s'appelle les migrations en termes de
les papillons et les chenilles qui font un changement, les chenilles qui deviennent des papillons, donc, qui s'appelle la métamorphose. Alors, ce DVD sur la métamorphose démontre que c'est une autre question. Je me souviens au début, partie 1, j'ai posé la question sur l'ornithorynque, mais là, ma question pour finir, c'est explique la métamorphose. Comment est-ce qu'un chenille peut devenir un papillon? Le chenille ne mange pas la même chose que le papillon, ne bouge pas comme les papillons, n'arrive pas comme les papillons, et il ne reproduit pas. Il a son propre code génétique, mais il doit aussi avoir le code génétique d'un autre organisme. Donc, il y a comme deux organismes. Il y a l'organisme, le papillon. Papillon qui va voler, qui va faire des migrations de 5000 km. Papillon, lui, il doit avoir aussi le code pour le chenille. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'au fond, quand on regarde l'évolution de la création, on est forcé à reconnaître que Dieu a fait des choses merveilleuses, qu'on a été créé et qu'en fait, c'est un grand espoir de savoir qu'on n'est pas ici par hasard, que le Créateur a un plan pour vous, pour moi, et qui nous a créés pour le découvrir. Et c'est ça qui est dans la Bible. C'est pour expliquer dans sa parole, pour nous donner un testament, pour nous donner une compréhension de qu'est-ce qu'il a fait, son plan, sa volonté, qui était parfaite au début. Qu'est-ce qui est arrivé à notre création, qu'elle est si souffrante? Et quelle est la solution qui est Jésus-Christ, qui est mort sur un croix pour nous et ressuscité? Et comment est-ce que ça fonctionne? Il faut retourner à la Bible, il faut le lire, il faut découvrir la vérité sur nos origines. Merci.